Bonjour à tous. Bienvenue sur le Campus Asie. Je me présente, je suis Elodie Baria, responsable Asie-Pacifique pour BPI France. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nathalie Sarel, qui est Executive Director Sustainable Banking chez CACIB. Et nous allons parler des financements verts, leviers pour conquérir l'Asie-Pacifique. Donc tout d'abord, Nathalie, je te propose de te présenter. Oui. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je suis Nathalie Sarel, je travaille au Crédit Agricole CIB dans l'équipe Sustainable Banking. C'est une équipe qui est l'une des plus anciennes aujourd'hui dans les banques. En fait, elle a été créée il y a plus de 12 ans par Tanguy Claquin. Donc, c'était avant la grande mode de la finance verte. Et elle a pour objectif de diffuser une autre finance avec un impact environnemental ou social auprès de tous les clients de la banque et de toutes les lignes métiers, puisque ce ne sont pas que des financements bancaires, mais il y a d'autres projets, d'autres produits qui peuvent revêtir l'habit vert. Alors avant toute chose, pourrais-tu nous définir qu'est-ce que la finance verte ? Alors c'est une bonne question parce que pendant longtemps, il n'y avait pas de définition, il n'y a toujours pas d'ailleurs, mais on va voir que les pouvoirs publics s'en ressaisissent, mais de définition claire. C'est un marché qui a été créé vraiment sur la base de volontariat entre des entreprises et des investisseurs avec des banquiers comme nous. Et qui a été basé sur la transparence, sur l'usage des fonds. Donc en fait, il y a aujourd'hui, il y a deux grands formats. Le format qui va permettre de flécher les fonds empruntés ou levés vers des financements à impact positif, impact environnemental ou social positif. Là, on va parler par commodité d'impact environnemental. Et donc, on lève des fonds pour financer de grands investissements avec cet impact positif sur l'environnement et le climat. La deuxième grande famille, ce sont des financements qui n'ont pas de fléchage de fonds, mais dont la marge va être indexée sur des indicateurs, des KPIs, des indicateurs de performance RSE. Et donc, ça a permis en fait, au marché de s'ouvrir à des entreprises qui n'avaient pas forcément des CAPEX, des investissements, mais qui, somme toute, avaient une stratégie RSE bien robuste. Et donc, ça leur a permis de faire valoir un peu cette stratégie dans le cadre de ces financements indexés. Et comment a-t-elle évolué ces dernières années ? Est-ce que c'est plutôt un mouvement international ou est-ce que c'est plutôt par zone géographique ? Alors, ça a commencé en Europe quand même. Il y a vraiment au départ, c'était en Europe. Il y a beaucoup d'investisseurs dans les pays nordiques. On va dire qu'ils ils ont été très demandeurs. La France est très précurseur, le UK aussi. Donc, ça a commencé plutôt en Europe et l'Asie a pris le relais vraiment de manière incroyable. On a vu de grands émetteurs de green bonds en Asie. Avec des volumes énormes et avec, on le verra peut-être tout à l'heure, l'incitation des pouvoirs publics. Donc l'Asie est un grand marché aujourd'hui de la finance verte. Et les États-Unis, on va dire que les États-Unis commencent à y venir sur le format un peu plus européen. Et est-ce qu'on peut dire que ça répond est-ce que ça répond aujourd'hui aux enjeux de la société actuelle ? Complètement. Alors, la finance, c'est un facilitateur. Et oui, il y a de grands enjeux aujourd'hui, des grands enjeux de changement climatique, de transition écologique, énergétique, et pas que, aussi des grands enjeux sociaux. Et on l'a vu avec le Covid, la crise du Covid. Beaucoup d'entreprises ont commencé à s'intéresser au social et à émettre des obligations sociales, alors qu'avant... le changement climatique étant un enjeu global, un challenge global, il n'y a pas de frontière au changement climatique. On a eu plus tendance à se développer vers les sujets climat. Avec le Covid, je pense que ça a rebattu les cartes. Le social alors qu'il était local, il devient global. La pandémie est globale et on a vu des émetteurs tels que l'Unédic, la CADES
vraiment faire valoir leur mission sociale au travers de ce type de transactions. Et pensez-vous que grâce à la finance verte, aujourd'hui, les entreprises peuvent réellement gagner des parts de marché? Ou est-ce, Alors, c'est une bonne question. Les parts de marché sont sur la finance, oui, mais d'un point de vue investissement, on va dire que la finance va aider à financer des projets qui vont avoir un impact. Donc c'est plus un facilitateur. Néanmoins, il y a quand même aujourd'hui une demande très forte de la part d'investisseurs et donc il y a un marché financier de la finance verte qui se développe. Et oui, on peut avoir des parts de marché. D'ailleurs, Crédit Agricole CIB est l'un des leaders mondiaux des obligations vertes et sociales aujourd'hui et aussi sur les prêts bancaires verts. est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de projets concrets, d'exemples en fait, Oui. vraiment concrets sur lesquels vous avez pu travailler, que vous connaissez? Voilà, c'est une bonne question parce que je vais citer BPI France. BPI France que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans la structuration de leur Green Bond inaugural et donc de leur framework. Et ça a été un très très beau sujet. Je pense que BPI France a beaucoup de choses à apporter. J'ai été ravie de travailler donc avec BPI France. Bien sûr, il y a énormément... On a travaillé avec des États, l'État français. On a été le seul structureur de l'OAT verte à ses débuts, du framework de l'État, des industriels, des PME, TI, partout dans le monde. Voilà. Et du coup, comment ça se passe? Vous pouvez nous parler des étapes en fait, d'accompagnement que Alors vous déjà, selon le format, si c'est vraiment être au service du financement de projets verts, il faut définir les catégories d'actifs éligibles. Qu'est-ce qu'un produit vert? Et donc, jusqu'à présent, c'était un peu l'acception des investisseurs. Aujourd'hui, on a une taxonomie européenne sur les produits verts. En Asie, d'ailleurs, la Chine a été l'un des premiers pays à travailler sur une taxonomie verte. Ça a suscité énormément d'engouement et d'investissement suite à ça. C'est donc une taxonomie incitative. Donc, voilà. D'accord. Pouvez-vous définir la taxonomie qu'on a en Europe? Alors, c'est une taxonomie sur les activités, enfin les financements d'activités qui qualifient de vertes. Elle est très complexe. Par catégorie, il y a énormément de critères d'éligibilité. C'est une taxonomie très exigeante qui, et d'ailleurs Tanguy Claquin, le fondateur de l'équipe à laquelle j'appartiens, a été le seul expert en provenance d'une banque à Bruxelles pour mettre en place cette taxonomie et le Green Bond standard européen. Donc elle est complexe et elle a pour vocation d'accompagner la transition vers une économie décarbonée. Et elle s'intéresse maintenant aux activités plus sociales et responsables. Quand vous dites que vous étiez en train de dire que c'était assez complexe et qu'on devait répondre à un certain nombre de critères, quels sont ces critères? Oui, alors là, il y a plus de 400 pages. Et par exemple, je vais donner un exemple sur l'immobilier. L'immobilier, les financements verts liés à l'immobilier ont toujours fait référence, par exemple, à des critères, à des labels, des certifications vertes. HQE, excellent, par exemple. Donc c'est vraiment des certifications sur le bâti. La taxonomie européenne a apporté de nouvelles choses. S'est intéressée à l'énergie, l'énergie primaire. Donc il y a des critères sur l'énergie en fonction des régulations thermiques locales, donc nationales. Voilà, donc sur par exemple l'efficacité énergétique, ils exigent un impact de 30%, une amélioration de 30% de l'efficacité énergétique entre avant et après travaux. Donc voilà, il y a sur toutes les catégories, il y a énormément de critères. Donc ça, je pense qu'on y passerait la journée. Si on revient à l'Asie-Pacifique, est-ce que vous avez des exemples concrets justement? Parce que donc notre thématique, levier pour conquérir l'Asie-Pacifique.
Oui. Alors, comme je disais, cette finance verte, elle a été un peu au service des politiques publiques via ces taxonomies. Et en Chine et en Asie, ça a ça a incité vraiment des investissements massifs. Et il y a des grands secteurs comme le transport, par exemple les trains à grande vitesse en Chine, c'est énorme. Le développement des bus électriques, par exemple, les voitures électriques. Même dans le luxe, en fait, le vert, c'est le nouveau luxe. Bon, c'est des Tesla, hein, les voitures qui sont prisées en Asie, mais en tout cas, il y a une vraie demande pour ce type de projet. Dans l'énergie, beaucoup d'énergie renouvelable, d'éolien aussi offshore. Par exemple, le Crédit Agricole CIB est l'un des premiers financeurs de l'éolien offshore en Asie. Les bâtiments, beaucoup de nouveaux bâtiments qui répondent à des réglementations, à des labels très précis environnementaux. Voilà, il y a beaucoup de projets de ce type. Donc c'est un peu les trois gros secteurs. Il y a de nouveaux secteurs qui vont être impactés parce qu'ils participent vraiment à la transition. C'est l'agriculture. On voit encore assez peu, mais on s'attend à avoir quand même beaucoup de projets sur l'agriculture durable et sur l'économie des ressources qui en résultera également. La protection des sols, favoriser des sols plus vivants, l'agriculture un peu régénératrice. Ça, c'est des beaux sujets. D'autres sujets dont on parle peu, il y a quand même des grandes tendances. Par exemple, le bien-être animal. Ça vient vraiment des consommateurs et de la société. Donc on va pousser les industriels et les États à agir aussi pour le bien-être animal. Des aspects plus sociaux, comme l'inclusion des minorités. Ça aussi, sont des sujets qui sont au cœur des enjeux, pour faire un peu le lien avec les enjeux, et notamment des jeunes. Beaucoup de jeunes. Il y a une enquête qui est parue récemment où les jeunes ont vraiment exprimé leur désarroi quant à leur avenir. Et le changement climatique en faisait partie. C'est vraiment... voilà, donc c'est des grands secteurs. Et bien sûr, il y en aura d'autres parce que tout est impacté aujourd'hui. Le but, c'est quand même décarboner l'économie. Et donc, ça implique beaucoup de secteurs. Des conseils pour les entreprises qui sont ici présentes? Faites du green et du social, parce que je pense que c'est aussi un vecteur de business. C'est pour le bien de la société. Nous, on y croit profondément. Mais il va y avoir aussi des sources de business additionnelles. Et je pense qu'accompagner la transition va aussi être un enjeu économique. Donc un enjeu économique, un enjeu politique par rapport aux accords de Paris et par rapport aux engagements des États. Un enjeu aussi pour les consommateurs. Et je pense qu'il ne faut pas oublier le social, parce qu'une transition ne pourra être faite que si elle est juste, équitable, éthique. Donc la transition juste, c'est un thème qu'on voit beaucoup aujourd'hui et qui est discuté au plus haut niveau des gouvernements. Merci Nathalie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, c'est bon. Voilà. Oui, qu'est-ce qui me fait... Bonjour, oui. Donc, je peux avoir le choix, si je travaille en Chine, de faire appel à un opérateur chinois aussi. Hein, oui. Parce que quand on fait une joint venture, hein, ou à un opérateur français. Hein, d'accord. Alors, quelle est la différence? Je veux dire, où vais-je trouver le plus d'avantages, hein, déjà, en termes d'accès au volume financier et au taux d'intérêt? On est toujours là, hein, on est d'accord. Hein. Alors je sais que le gouvernement chinois va lancer des green bonds sur l'agriculture. Hein. Ça, c'est bien parti. Alors, très bien. Mais maintenant, je ne sais pas s'ils vont bonifier les prêts. C'est ça, hein, qui est intéressant. Oui. Parce que pour l'instant, Pour l'instant, il n'y a pas d'économie. Enfin, on le fait pas pour ça, en fait. Oui, mais bon, quand on a besoin d'argent pour travailler, malgré tout, c'est un axe important. L'État français ne bonifie pas ses prêts. Non, mais il y a, par exemple, sur des prêts, il y a des banques qui le font, sur des prêts verts, qui peuvent aider et inciter avec des taux
plus intéressants. Sans que le prêt classique. Des prêts classiques, oui. Sur le marché des green bonds, on commence à avoir ce qu'on appelle un greenium, donc un petit effet positif, mais on ne le fait pas pour ça en fait. Il y a d'autres enjeux aujourd'hui pour faire des green bonds. Donc sur la Chine, je ne suis pas une spécialiste des financements en Chine, mais en tout cas, je pense que le bon levier, c'est les partenariats, et je pense que la Chine de toute façon s'inscrivent là-dedans. On est obligé de faire des JV, et c'est pas mal d'être dans la co-création et les cofinancements, et je pense que là vous aurez le meilleur des deux mondes. À la fois beaucoup d'expertise, parce qu'en Europe on a énormément d'expertise sur le sous-jacent. On est un monde d'ingénieurs, on est un pays d'ingénieurs, on a toute cette expertise là. En Chine, c'est voilà, ils sont dans cette mouvance, ils vont très très vite, et donc je pense qu'à deux, on peut accélérer vraiment le processus. Ouais, bon, on verra. Je vous le souhaite. D'autres questions? Non? Bon. Eh bien, écoutez, Nathalie, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Non, je suis ravie. Merci de m'avoir invitée. Eh bien, avec grand plaisir. Et merci. Merci. Merci, au revoir.